Je vais lancer l'enregistrement, Cyprien, d'accord? Oui, j'ai entendu. Hop. Donc là, vous devez voir mon écran, grand, normalement. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une présentation qui va être, on va dire, assez technique, mais pas trop. J'essaye de trouver le bon juste milieu, qui va traiter d'une approche que je développe depuis quelques années maintenant, une approche que j'appelle les approches micro-continues, qui sont des approches multi-échelles qui sont assez pratique pour intégrer différentes physiques couplées entre elles. Donc, je vais essayer de vous convaincre que c'est une méthode avec beaucoup de potentiel et pourquoi pas l'utiliser dans vos propres applications. Donc, comme ça a été mentionné, moi, je suis un grand utilisateur d'OpenFOAM. Donc, toutes les simulations, les résultats de simulation que vous allez voir au cours de cette présentation ont été réalisés avec OpenFOAM, donc pas le code que vous pouvez télécharger directement en ligne, mais par des librairies que je redéveloppe moi-même. Voilà. Donc, un petit slide pour vous situer là où je travaille et ce qu'on fait. Donc, moi, je travaille dans un laboratoire qui se situe à Orléans. Orléans, c'est à 1 heure au sud de Paris à peu près. Donc, ce laboratoire, il s'appelle l'ISTO, c'est l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. C'est une unité mixte de recherche entre le CNRS, l'Université d'Orléans et le BRGM. Donc, le BRGM, c'est le Bureau de recherche et géologie minière. Donc, notre laboratoire, nous, c'est à peu près 120 personnes, donc des chercheurs permanents, des étudiants en thèse, des postdocs, etc. C'est principalement un laboratoire expérimental qui est organisé autour de 5 équipes. Donc, nous, on fait partie de l'équipe de recherche sur les milieux poreux, donc milieux poreux géologiques. Et voilà, c'est principalement expérimental et la simulation est en train de prendre un petit peu plus d'ampleur. Et donc, c'est les thématiques que je porte ici. Alors, pour rappeler rapidement les thématiques qui nous intéressent au niveau de l'exploitation du sous-sol. Donc, nous, on s'intéresse à tout. Le sous-sol, c'est un milieu poreux et on s'intéresse finalement à tout type de mécanismes dans le sous-sol. Donc, ça va de l'étude des réseaux karstiques à des processus de géothermie profonde notamment, des choses un peu plus classiques comme oil and gas. Alors ça, ce n'est pas des thématiques qu'on a aujourd'hui, mais c'est des thématiques sur lesquelles j'ai travaillé dans le passé. Des thématiques qui nous intéressent beaucoup, c'est le stockage de carbone, le stockage de CO2 dans les aquifères salins profonds. Donc là, c'est des thématiques assez riches en questions scientifiques. On a du multiphasique, on a des réactions chimiques, on a du transport de particules, on a un petit peu tout ça. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément. Toutes les thématiques qui vont être liées à la contamination des sols, notamment la contamination des sols par des hydrocarbures ou des solvants chlorés, c'est parmi les pollutions qui sont les plus difficiles à remédier. Donc pour ça, on essaie de bien comprendre les mécanismes sous-jacents à cette pollution et notamment au phénomène de dégradation de cette pollution, comment on peut la remobiliser pour la chasser. Et dans les thématiques plus récentes, on commence à s'intéresser à tout ce qui est lié au stockage, mais surtout à la production d'hydrogène dans le sous-sol. Alors, toutes ces thématiques, elles ont en commun qu'on est dans des milieux poreux. Donc, les milieux poreux, par nature, c'est des problèmes multi-échelles. On a des tailles de pores qui vont être de l'ordre du micromètre jusqu'à des échelles d'application qui peuvent être sur la centaine de mètres, voire du kilomètre. Donc, tout à l'heure, on mentionnait que quand on fait des simulations à l'échelle d'un réservoir, il n'est pas rare qu'on ait des tailles de mailles au niveau de notre calcul qui soient de l'ordre de la centaine de mètres. Donc, on a vraiment un rapport d'échelle qui est assez important. Et donc, l'objectif pour nous dans l'étude du sous-sol, c'est d'avoir des modèles à ces grosses échelles qui sont prédictifs, qui prennent bien en compte la physique et sur lesquels on va pouvoir utiliser ces modèles pour étudier le sol et surtout pour guider l'ingénierie. Donc, pour obtenir ces modèles, donc, comme j'ai dit, c'est des modèles multi-échelles. Donc, il faut qu'on prenne en compte notamment cette hétérogénéité, l'hétérogénéité de notre matériau dans nos modèles, parce que les modèles ils peuvent être fracturés, nos matériaux peuvent être fracturés, peuvent être endommagés.
On a notre problématique, on n'a pas seulement une phase fluide qui s'y écoule dedans, donc on peut avoir plusieurs fluides en présence, hein, par exemple de l'air et de l'eau, de l'air et de l'huile, voire de l'air, de l'eau et de l'huile, donc les trois en même temps. Donc tout ça, ça complexifie énormément le type de modélisation. On a de la physique couplée avec notamment des processus thermiques, des processus chimiques. Donc les roches, lorsque l'acidité va changer, les roches vont réagir en précipitant, colmatant, ce qui va faire évoluer la structure porale de la roche avec des conséquences à des échelles beaucoup plus larges, et enfin avec des mécanismes de couplage avec la mécanique. Donc tous ces phénomènes, c'est assez compliqué à modéliser. Et donc là, je prends un exemple un peu plus précis en espérant que ce soit un petit peu plus parlant. Donc sur les processus de stockage du CO2 dans le sous-sol. Donc ce que vous voyez ici, j'espère que vous voyez ma souris qui bouge. Donc là, vous voyez un puits. Donc on injecte du CO2 qui est pris en surface. On injecte le CO2 dans le sous-sol. Donc ici, on a un aquifère qui est limité en haut par une roche imperméable. Et donc l'idée, c'est d'aller piéger notre CO2 dans ces nappes phréatiques du sous-sol, dans ces aquifères du sous-sol. Donc, si on zoome un petit peu pour regarder les mécanismes sous-jacents à l'échelle du pore, donc ce que vous voyez en marron ici, c'est les grains solides qui forment la matrice de notre milieu poreux. Donc, on a plusieurs fluides en présence. Donc, on a le CO2 qui est sous forme supercritique et qui a une interface immiscible avec la saumure, donc l'eau là qui est en bleu. Et cette interface immiscible, elle va lier à des mécanismes complexes qui sont des mécanismes de drainage, d'imbibition, qui vont entraîner le piégeage de bulles de CO2 en fait, dans notre structure porale. Donc ici, on a déjà des grandes difficultés à comprendre et à modéliser ces phénomènes. Mais ce n'est pas tout. Donc, une fois qu'on va avoir piégé ce CO2 dans la matrice porale, on va avoir un transfert de masse qui va se passer de la phase supercritique vers la saumure. Donc, c'est une dissolution du CO2 vers la saumure qui va avoir deux conséquences. Donc, une première conséquence, c'est que en faisant cette dissolution du CO2 vers la saumure, on va baisser l'acidité de la saumure. Donc, on va être plus acide, on va baisser le pH. Et également, on va réduire finalement la taille de notre bulle qui était piégée, ce qui va pouvoir entraîner une remobilisation. Donc, cette baisse du pH, elle va avoir plusieurs conséquences, notamment, elle peut aller grignoter un petit peu notre roche, la structure minérale de la roche. Donc, c'est des phénomènes de dissolution qui vont également pouvoir altérer toutes nos propriétés physiques, nos propriétés de perméabilité, ou aussi faire de la précipitation. Alors, j'ai deux traits qui sont apparus sur mon... Je ne sais pas si c'est normal. Donc, voilà, oui. Donc là, on peut avoir de la précipitation et on peut avoir de la dissolution et de la précipitation. Donc, ces deux phénomènes, en fait, ils sont assez importants parce qu'ils vont changer les propriétés physiques de la roche, propriété, perméabilité, porosité, et ils vont avoir des effets à des échelles assez importantes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est bien comprendre ces phénomènes parce que si on injecte du CO2 et qui commence à grignoter la roche, notamment la roche couverture ici, et qui va contaminer les eaux souterraines, tout l'effort qu'on a fait pour aller stocker notre CO2 dans le sous-sol, il est perdu. Donc, on veut s'assurer de l'intégrité de notre stockage. Donc, pour ça, on cherche à avoir une bonne compréhension et on va y mettre des modèles. Donc, la stratégie, quand on fait des milieux poreux, c'est qu'en fait, on a deux échelles de description. Donc, l'échelle qui est plutôt classique dans l'ingénierie réservoir, qui est ce que je vais appeler, moi, l'échelle de Darcy ou l'échelle du milieu continu. Alors, j'ai perdu ma souris, qui est ici. Donc, voilà, l'échelle du milieu, l'échelle homogénéisée, en fait, l'échelle du milieu poreux, l'échelle homogénéisée. Donc, ici, on n'a pas de connaissance de la structure de notre milieu, mais à la place, on a des propriétés effectives, comme par exemple la porosité, la perméabilité ou la surface effective. Et ici, la loi de base, c'est la loi de Darcy. C'est la loi de Darcy qui gouverne l'écoulement de notre fluide dans ce type de modélisation. Alors, cette loi de Darcy, elle a des limites et elle va poser notamment des questions. Du moment qu'on va commencer à grignoter notre roche, notre valeur de perméabilité, elle est plus constante. Donc, comment elle va évoluer avec la porosité? Donc, ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Et une des approches pour y répondre, c'est d'aller au niveau de l'échelle porale.
Donc, c'est ce que vous voyez sur la gauche ici. Donc là, on a un détail de la structure porale où vous avez en rouge les grains solides, en bleu le fluide. Donc, on voit que le fluide et le solide, à cette échelle de description, il est séparé par une interface RAID sur laquelle on va appliquer des conditions limites. Et au niveau de l'écoulement, ici, c'est la physique des milieux poreux, c'est la physique de la mécanique des fluides, donc c'est des équations de Navier-Stokes. Alors, cette question de la condition limite entre l'interface d'un fluide et d'un solide, elle va être assez primordiale dans notre cas parce que déjà, dans les milieux poreux, on a des surfaces partout. Alors, pour des écoulements monophasiques, c'est assez facile. On va dire, OK, on a une condition de non-glissement. Dès qu'on va arriver sur des écoulements multiphasiques, là, on ouvre toute la question au problème de ligne triple, d'angle de contact. Donc, c'est aussi des questions ouvertes qui ne sont pas du tout évidentes à répondre. Ici, j'ai un doctorant dont le sujet intégral, c'est d'améliorer cette condition limite pour les écoulements multiphasiques. Alors, bien évidemment, on ne peut pas se permettre de vivre à cette petite échelle du pore scale parce qu'ici, on est limité vraiment sur un niveau de description qui est très petit. Nous, on veut faire à terme des prédictions sur des échelles très, très larges. Donc, pour ça, si on revient sur les petites échelles, l'idée, c'est ensuite d'homogénéiser pour revenir sur des échelles plus larges. Alors, je vous ai mis une petite vidéo d'expériences qu'on fait au laboratoire. Donc, c'est des expériences microfluidiques. On a un laboratoire microfluidique qui est assez bien équipé, sur lequel on a une grande expertise, où on est capable de reproduire sur des puces micrométriques des motifs des milieux poreux synthétiques en 2 dimensions. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez à peu près la taille. On est sur l'espace poral entre deux pores, c'est de l'ordre de la dizaine de microns. Et à travers ces micromodèles, donc on fait écouler des fluides qu'on regarde, qu'on étudie sous microscope et à l'aide de métrologie avancée. Donc, ici, les petits points que vous voyez, je vais vous remettre la vidéo, c'est des petites particules qu'on a mis pour suivre l'écoulement du fluide. Donc ici, l'idée, c'est surtout de dire que si vous regardez tous ces motifs d'écoulement, au final, ils ne sont pas aléatoires, et c'est déterministique, et c'est vraiment les équations de Navier-Stokes qui pilotent cet écoulement. Donc, les équations de Navier-Stokes, j'ai remis quelques transparents pour bien poser ce sur quoi je vais discuter. Donc, les équations de Navier-Stokes, j'imagine que c'est des choses que vous maîtrisez bien. Donc, il y a la conservation de la masse, notre conservation du moment. Et pour l'écoulement monophasique, on va souvent considérer une condition de non-glissement aux parois. Alors, une chose que je m'empresse de dire, c'est que comparé à beaucoup de thématiques milieu poreux, pas milieu poreux, mais mécanique des fluides ou milieu poreux en génie chimique, nous, dans le sous-sol, on est face à des écoulements qui sont très lents. C'est-à-dire que le terme de gauche de mon équation de Navier-Stokes, le terme inertiel est souvent négligeable. Et en fait, nous, on va souvent traiter des phénomènes de Stokes parce que nous, on est face à des écoulements très, très lents où les nombres de Reynolds sont beaucoup plus bas que 1. Alors, si on fait un saut d'échelle et qu'on va de l'autre côté, donc sur les échelles plus grosses, ici, on ne représente pas notre structure porale, on a ce milieu homogénéisé. Et ici, c'est la loi de Darcy en fait, qui prime. Donc, la loi de Darcy, c'est assez simple. On a cette relation linéaire entre la vitesse et le gradient de pression. Et notre coefficient de linéarité, c'est ce qu'on appelle la perméabilité, qui est une propriété intrinsèque du matériau. Alors, une des choses qu'on va voir finalement, c'est qu'on peut utiliser ces approches Navier-Stokes dans des images réelles de roches pour en déduire des propriétés, pour en calculer la perméabilité, par exemple. Alors, cette loi, elle a été proposée historiquement de façon empirique, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On a des démonstrations assez formelles. On sait que c'est une homogénéisation de nos lois de Stokes. Par contre, on a toujours des questions sur l'extension de cette loi. Elle marche bien lorsqu'on est sur des pores assez larges et en écoulement monophasique. Par contre, on a toujours des questions ouvertes sur la validité de la loi de Darcy pour les régimes multiphasiques. Donc voilà, tout l'enjeu des études qu'on fait aujourd'hui, c'est de regarder, de proposer finalement des lois alternatives à cette loi de Darcy.
Donc, notre stratégie, la stratégie qu'on développe, que je développe dans le laboratoire, c'est une stratégie multi-échelle sur laquelle on part de l'échelle du port avec un triptyque de méthodes qui s'appuie sur de la simulation numérique, les expériences microfluidiques et de la microtomographie. Donc, au niveau des modèles numériques, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, ici, on développe nos modèles. On prend en compte notamment les écoulements multiphasiques et réactifs. Et on s'approche, je m'appuie sur une approche qui s'appelle l'approche micro-continue, donc micro-continuum. On va discuter un peu de cette approche par la suite. Au niveau des expériences microfluidiques, donc on est capable de représenter, donc c'est des milieux synthétiques en 2D qu'on développe sur des puces. On peut graver différents types de patterns, par exemple des canaux assez simples pour isoler un phénomène au sein d'un seul port, voire pour voir à des réplicas beaucoup plus complexes où on prend en compte toute l'hétérogénéité de la roche. Donc ici, nos dispositifs ils sont couplés avec des techniques d'imagerie et de métrologie assez avancées. Par exemple, on fait de l'imagerie Raman pour mesurer les compositions à la fois minérales et en phase aqueuse. On fait de la micro-PIV pour mesurer nos champs de vitesse expérimentalement. Et récemment, on a été capable de développer des micromodèles réactifs, c'est-à-dire qui vont aussi se dissoudre et précipiter au cours du temps. Et enfin, l'imagerie microtomographie, elle nous permet d'étudier de façon in situ les mécanismes dans des roches réelles en 3 dimensions. Et l'image en 3D, elle nous sert de support pour faire des simulations à la petite échelle. Donc, toutes ces approches à petite échelle, elles nous donnent finalement suffisamment de données pour ensuite développer nos modèles aux échelles plus larges, qui sont les échelles qui nous intéressent à terme. Donc, je vous ai fait cette petite présentation rapide des 2 approches classiques en milieu poreux, l'échelle du port avec Navier-Stokes ou Stokes et l'échelle de Darcy où on utilise Darcy. Finalement, moi, ce que je vais vous présenter au cours de cette présentation, c'est ni Darcy ni Stokes. Tous mes modèles se basent sur une autre équation qui s'appelle l'équation de Darcy-Brickman-Stokes. Donc, c'est l'équation que vous voyez ici, là, dans mon carré gris, où vous reconnaissez finalement mes 2 premiers termes, vous reconnaissez les termes de Stokes, mon gradient de pression et le terme de dissipation visqueuse ici, mais vous avez un terme supplémentaire qui, lui, c'est une force de traînée qui est liée à la présence de la phase solide. Et donc, finalement, ce terme, c'est un terme de traînée qui représente la loi de Darcy. Donc, l'avantage de cette équation, c'est qu'elle est valide partout, dans tous les cas, à petite échelle, à grande échelle ou dans des cas hybrides, voilà, dans tous les cas. Donc, si on prend un exemple, c'est ce que vous voyez en haut. Donc, à petite échelle, à l'échelle du port, on aurait le solide qui sera en noir, mon espace fluide qui serait en blanc. Donc là, on a c'est noir ou blanc. Donc ici, on résout Stokes dans ma zone blanche et Navier-Stokes dans ma zone qu'est-ce que je dis? Non, excusez-moi, Stokes dans le blanc et on a du solide dans le noir. Par contre, on voit bien que si on veut faire une simulation à ce degré Navier-Stokes dans ce type de domaine, il va falloir mailler tout le petit espace blanc et en fait, ça risque d'être très compliqué dans la matrice poreuse. Donc, à la place de ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on coupe la description géométrique au-delà d'une certaine taille. Et au final, au lieu d'avoir une image en noir et blanc, on a une image en niveau de gris où on garde toujours notre porosité, nos plus larges aspects géométriques de la porosité. Ici en blanc, on a toujours notre grosse fracture. Et par contre, au niveau de la matrice poreuse, là, on va la modéliser par un milieu poreux. Et cette loi de Darcy-Brickman-Stokes, elle permet justement de capturer le Stokes dans ma fracture ici. Donc, dans ce cas-là, le terme de traînée disparaît. Et lorsqu'on est dans cette zone grise, la traînée, la friction sur les parois solides, elle est tellement importante que ce terme de traînée, il est complètement dominant sur le terme de dissipation visqueuse. Le terme de dissipation visqueuse peut être négligé. Et ici, on retrouve la loi de Darcy. C'est-à-dire qu'avec une seule équation, je peux avoir Stokes dans ma fracture et Darcy dans ma zone poreuse. Et je conserve la continuité ma continuité de vitesse et ma continuité
du tenseur de contrainte à l'interface entre mes deux domaines. Si je n'ai pas du tout de solide d'espace vide dans mon domaine, dans ces cas-là, je récupère une formulation Darcy classique et cette même équation Darcy-Brickman-Stokes est toujours valide. Alors, une des approches directes, c'est d'utiliser cette notion d'image en niveau de gris au lieu d'image en noir et blanc pour faire des calculs dans des images microtomographiques en 3D. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est donc on a fait une imagerie au laboratoire, donc c'est un grès de Berea. Et quand on fait une étude de porosimétrie au mercure de ce grès, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 2% de nos pores qui sont en dessous de la résolution de notre microtomographe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2%, on sait qu'ils existent, mais au niveau de l'imagerie, on ne va pas pouvoir les voir. Ou plutôt, au lieu de savoir s'ils sont exactement là en blanc ou noir, on va les avoir en niveau de gris. Donc, l'enjeu de la méthode, c'est que finalement, avec cette approche Darcy-Brickman, on peut intégrer directement cette zone qui n'est pas observable explicitement, qui n'est pas résolue. On l'intègre dans le modèle et ça nous permet de la prendre en compte. Alors, pourquoi c'est important? On pourrait dire on n'a que 2% et finalement les 2%, ça pourrait être négligeable. En fait, ce qu'on voit, c'est que les 2%, c'est ce que vous voyez ici en bleu. Les 2%, en fait, ils connectent les pores que vous voyez en gris. Donc, si vous les négligez, vous allez complètement sous-estimer la valeur de la perméabilité. C'est ce qu'on a fait. En fait, en la prenant en compte, on obtient des valeurs assez proches des mesures expérimentales. Donc, tous les modèles que j'ai basés sur cette équation Darcy-Brickman-Stokes. Donc, on a englobé tout ça dans un concept qu'on appelait le micro-continu. Donc, c'est bien pratique du moment qu'on a deux échelles caractéristiques. Donc, par exemple, lorsque vous avez des milieux fracturés où vous voulez résoudre de façon explicite l'écoulement dans la fracture et de façon non résolue la matrice poreuse, ce que vous avez ici. En considérant que votre matrice poreuse, finalement, c'est une matrice très peu perméable avec une faible porosité, faible perméabilité, on peut y faire des approches pénalisées, donc ce qui nous permet de résoudre des écoulements dans des géométries complexes, mais juste en utilisant des grilles cartésiennes. Donc ici, vous avez votre grille cartésienne, vous peuplez finalement votre grille cartésienne avec une indicatrice de phase qui vous dit ici j'ai du solide, ici j'ai du fluide. Et en résolvant l'écoulement, ici on récupère une simulation classique de Stokes. De Stokes ou de Navier-Stokes. Là où ça devient intéressant, c'est qu'avec ces approches sur une grille cartésienne, en fait, on va pouvoir bouger l'interface fluide-solide avec les réactions chimiques. Donc là, c'est notamment utile quand on a de la dissolution ou de la précipitation. On pourrait également bouger cette interface fluide-solide lorsqu'on va avoir du couplage avec la mécanique. Donc ici, je me réfère aux travaux de mes collègues de Princeton, Francisco Carrillo et Yann Bourg, qui ont développé une approche micro-continue qui est couplée avec un modèle de bio pour faire du gonflement de grains, de gonflement d'argile notamment. Et enfin, donc on a étendu cette approche micro-continue aux écoulements multiphasiques. Donc, dans cette présentation, je vais notamment vous parler de ces points ici, donc le couplage avec la réaction de surface et les écoulements multiphasiques avec ces approches à deux échelles. Donc, la question qui nous anime en termes de transport réactif dans les milieux poreux, une des questions, parce qu'il y en a plein, c'est quelle est la surface réactive accessible? Donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est des réactions de surface. Donc, au premier abord, on pourrait dire la réaction de surface, ça va être proportionnelle à la surface géométrique du milieu. Donc, la surface géométrique du milieu que vous voyez ici en rouge. En fait, ce qu'on connaît et ce qu'on sait depuis un certain temps, que la littérature rapporte, c'est qu'il y a souvent des ordres de grandeur. Donc, quand je dis des ordres de grandeur, c'est 100, 1000, voire plus de différence entre les taux de réaction qui sont mesurés dans le laboratoire et ce qui est mesuré au niveau d'un réservoir. Alors, une des explications,
c'est que toute la surface géométrique n'est pas impactée de la même manière. Et ça paraît assez clair lorsque vous regardez les lignes d'écoulement. Donc ici, c'est un calcul de Stokes que j'ai fait dans ce réplica de Gray. Et ce qu'on y voit, on voit des zones d'écoulement très rapides et des zones d'écoulement lentes. Ce qui veut dire que si votre espèce chimique est transportée principalement par advection, seules les surfaces qui sont à proximité de mes minéraux solides vont être contaminées. Celles qui sont dans les zones d'écoulement lente seront peu impactées. Donc, du coup, on va avoir une surface accessible qui va être réduite par les conditions hydrodynamiques. Donc, si vous êtes, pour le coup, à l'inverse, si vous êtes dominé par l'advection, là, il n'y a pas de problème, vous allez contaminer toutes les surfaces spécifiques. Donc, notre stratégie ici, c'est d'utiliser la modélisation pour quantifier en fait cette surface réactive accessible. Donc pour ça, on a développé ce modèle micro-continu à l'échelle du pore, donc dans Navier-Stokes, dans OpenFOAM, basé sur ces approches micro-continues. Alors la première chose qu'on a voulu faire, c'est de vérifier que notre modèle était pertinent et pas juste qu'il nous donnait des belles images sur lequel on pouvait briller en conférence, mais que ces images avaient une vraie signification et qu'elles étaient prédictives. Donc pour ça, on a fait des expériences microfluidiques. Donc l'expérience qui est assez simple, hein, on considère un microcanal. Donc vous voyez les dimensions. Un microcanal de 1,5 mm de largeur. Et en épaisseur, on était sur du 200 microns. Et au milieu de ce canal, on a posé un cristal de calcite. Et on a injecté de l'acide chlorhydrique pendant à peu près 3 heures. Donc, tout notre dispositif est sous microscope, on a une caméra et on a enregistré l'évolution du cristal au cours du temps. Et c'est ce que vous voyez ici sur la géométrie en haut. Donc, vous voyez qu'au cours du temps, on a ce cristal qui se dissout et qui se dissout d'une façon qui n'est pas du tout symétrique. Hein. On voit qu'on a des zones, on a une dissolution qui est plus rapide en aval qu'en amont. En amont qu'en aval, et également sur les côtés, pour obtenir cette géométrie qui a cette forme un peu de pétale, là, cet ovale qui a cette forme de pétale. Et ça, cette forme, elle est très caractéristique du couplage complexe qu'on va avoir entre notre réaction chimique de surface et notre hydrodynamique. Donc, ce que vous voyez en dessous, c'est une simulation numérique. Donc, en fait, c'est une coupe 2D, mais la simulation était 3D. Qui a été réalisé avec l'outil que j'ai développé. Et ici, on n'a aucun paramètre on a tuné aucun paramètre dans notre simulation à part la constante de réaction. Donc, on voit qu'on a une simulation qui est en parfait accord avec l'expérience. Et ça nous a donné beaucoup de confiance sur l'aspect prédictif de notre modèle. On a pu l'utiliser pour aller regarder des physiques plus complexes. Donc, une des choses qui nous a intéressés, c'est d'aller regarder dans des domaines qui ressemblent un petit peu plus à des milieux poreux. Donc, ici, vous avez un assemblage de grains réactifs en rouge, donc qui forment un milieu poreux. On a une injection ici à gauche, une sortie à droite. Et de la même manière qu'auparavant, on a injecté de l'acide de la gauche vers la droite. Mais là, on a voulu regarder l'impact de l'écoulement, qui pour un fluide de données va être caractérisé par le Peclet. Donc, plus j'augmente mon débit, plus j'augmente le Peclet. Et du Damcoller, donc du Damcoller qui est le temps de réaction sur le temps de diffusion, donc qui est pour un flux de données, va caractériser la réactivité du milieu. Donc, on a réalisé énormément de simulations et au final, on obtient 5 régimes de dissolution. Donc, c'est ce que vous voyez, on identifie 5 régimes de dissolution. Donc, lorsqu'on est sur des Damcoller qui sont supérieurs à 1 et qu'on est sur des régimes de Peclet très bas, donc on a cette dissolution faciale, compacte, où on dissout les grains, on a un front de dissolution. Si on augmente notre débit, mais qu'on est toujours dans des régimes diffusifs, donc un Peclet qui est toujours inférieur à 1, ici, on a cette dissolution conique. Et lorsque finalement, j'augmente mon nombre de Peclets, donc là, je commence à avoir l'advection qui prend le pas sur la diffusion. Et là, on a l'émergence de ces instabilités. Donc, c'est le wormhole que vous voyez ici. Et lorsqu'on est sur des débits beaucoup plus importants, on a des wormholes ramifiés. On en a beaucoup qui apparaissent en même temps. Pour le coup, si je suis sur des nombres de Damcoller inférieurs à 1, là, j'ai une dissolution uniforme où j'ai tous les grains qui se dissolvent à un taux constant.
à un taux uniforme. Donc, en moyennant ces résultats, on a été capable finalement de proposer une fonction pour cette surface réactive accessible qui a la forme de cette exponentielle ici. Donc, les croix, c'est les résultats de simulation et la courbe de D que vous voyez, c'est un fit de ces résultats de simulation et on a quelque chose qui marche très bien. Donc, du coup, si on veut faire des résultats à plus grosse échelle, des simulations à grosse échelle, ce qu'il faut imposer comme loi dans notre simulateur réservoir, c'est cette loi qui réduit la surface géométrique. Donc là, on a parlé de choses à très petites échelles, mais en fait, on peut faire ce type de simulation également sur des échelles plus grosses. Donc là où on commence avec un milieu poreux partout. Donc de la même manière qu'avant, hein, j'injecte un acide de la gauche vers la droite. Et ce que vous allez voir, c'est, donc, pour la visualisation, pour que ce soit plus simple, je trace seulement les voxels qui contiennent que du fluide. Donc c'est le négatif du solide. Et ce que vous voyez, donc vous voyez ici, on injecte, on commence à avoir l'émergence de petits de canaux en fait, qui se créent, mais en fait, il y a une compétition entre eux et chaque canot a une sorte de rayon d'action qui limite au final les autres de grandir. Et à la fin, on a un seul wormhole, là, un seul canal qui percole et tout l'écoulement passe par celui-là. Donc ça, c'est des simulations qui sont en fait très utilisées dans l'exploitation du sous-sol parce que lorsqu'on veut améliorer la perméabilité, la conductivité du fluide, la productivité d'un puits, une des façons de stimuler le puits, c'est d'injecter de l'acide et d'augmenter la taille de la porosité pour finalement produire plus de fluide. Donc, une des questions, c'est de trouver le bon débit d'injection pour obtenir le plus de canaux possible. Et cette simulation, elle est assez proche des résultats qui ont été publiés dans la littérature. Donc, on a parlé des écoulements réactifs. J'aimerais toucher un peu plus que deux mots, quelques mots sur le multiphasique. Donc, quand on est en multiphasique, ici, la physique est un peu différente. Alors, pas tant les lois physiques, on a toujours du Navier-Stokes dans chaque fluide, mais maintenant, on a des interfaces. On a des interfaces immiscibles entre les deux fluides. Et ces interfaces, elles vont se propager dans le domaine. Et ça, c'est assez compliqué numériquement à prendre en compte. Et l'autre problème, c'est qu'on a des conditions limites à définir au point de contact entre les deux fluides et le solide. Donc, dans les propriétés qui nous intéressent ici, c'est qu'on a un saut de pression à l'interface qui est lié à la courbure de cette interface. Donc ça, il faut le prendre en compte dans la modélisation. Et ce saut, il est caractérisé par la tension de surface, la tension de surface qui veut que le fluide finalement occupe le moins d'énergie possible, c'est-à-dire le moins de surface possible. Au niveau des conditions limites à la surface, on va faire simple pour cette présentation, on pourrait complexifier. On va dire qu'on considère un angle de contact entre les fluides et le substrat solide. Donc, pour un angle de contact supérieur à 90 degrés, on dit que notre goutte est non mouillante par rapport au substrat, donc elle reste goutte. Lorsqu'on est inférieur à 90 degrés, la goutte elle va tendre à s'étaler et on va dire qu'elle est mouillante. Donc en milieu poreux, pour nous, c'est très important de faire cette distinction parce que déplacer un fluide mouillant par un fluide non mouillant, ça ne va pas être la même chose que de déplacer un fluide non mouillant par un fluide mouillant. D'un côté, on fait un drainage, de l'autre, une imbibition, et c'est des processus assez très différents en fait dans les motifs d'écoulement qu'on va obtenir. Donc, en termes de simulation, pour ce type d'approche, ce qu'on fait, c'est du suivi d'interface avec des approches volume-fluide. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, l'idée, c'est de considérer une indicatrice de phase, ma formule alpha, qui vaut 0 dans une phase, 1 dans l'autre phase. On a une valeur intermédiaire lorsqu'on a l'interface entre les deux. Et on utilise cette indicatrice de phase pour recalculer la courbure de l'interface et prendre en compte ce saut de pression à l'interface. C'est la simulation que vous avez vue, c'est une simulation volume fluide dans notre milieu poreux. Donc ici, on injecte un fluide non mouillant dans un fluide mouillant. Donc, par exemple, on injecte de l'air dans un milieu qui était rempli d'eau. Et donc, vous voyez ici la propagation de l'interface. Donc, ce que j'ai fait avec ces approches micro-continues, c'est de coupler
cette équation Darcy-Brickman-Stokes avec ce modèle volume of fluid pour pouvoir faire de la modélisation multi-échelle en multiphasique, en régime diphasique. Donc, au niveau des équations, on a redéveloppé tout de façon assez formelle en partant des techniques de moyenne volumique. Donc, le jeu d'équations que vous voyez ici, finalement, il n'y a pas d'hypothèse, pas de simplification. Il est complètement exact. Par contre, ce que vous voyez, donc vous voyez l'équation de conservation de la masse, une équation de conservation de la phase liquide, qui est ma deuxième équation. Donc, alpha, c'est le taux de saturation. Et une équation supplémentaire ici, qui est l'équation de quantité de mouvement, qui ressemble très fortement à notre équation Darcy-Brickman-Stokes qu'on avait précédemment. Donc là, vous avez en plus le terme inertiel. Mais en plus, vous voyez qu'il y a un terme supplémentaire, ce FC, qui lui va prendre en compte les forces de tension de surface. Et donc, ces termes-là, c'est des paramètres qu'on a appelés des paramètres multi-échelles. Et ils ne vont pas avoir les mêmes valeurs si on est dans une région qui n'a pas de solide ou si on est dans une région poreuse. Donc voilà, on a proposé dans le papier dont vous voyez le lien en dessous, des formulations en fait, pour ces trois termes. Et c'est grâce à ça qu'on est capable d'avoir de converger soit vers une physique multiphasique en milieu poreux lorsqu'on est dans le milieu poreux, soit sur nos équations volume of fluid que je vous ai présentées jusqu'auparavant. Donc, le modèle on l'a développé le modèle, on l'a validé, on l'a mis en open source. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours le télécharger sur la plateforme GitHub de Francisco. Vous voyez le lien en dessous. Et à l'interface, qu'est-ce qu'il y a? Donc, comme précédemment, on a la continuité de notre stress, on a la continuité de la vitesse normale. Mais ici, on a quelque chose en plus, c'est qu'il nous faut une condition pour ces forces tension de surface. Donc ici, ce qu'on a fait à défaut de mieux, c'est qu'on impose un angle de contact à l'interface entre une région qui est dénuée de solide et une région poreuse. Donc voilà ce qu'il y a. Donc on a voulu faire quelques tests de validation. Donc déjà pour vérifier qu'on marche bien, que notre code marche bien dans ces régimes asymptotiques, c'est-à-dire que quand on est dans un domaine purement poreux, qu'on récupère bien la physique, la physique classique des milieux poreux. Donc là, vous avez un réservoir, donc c'est un petit réservoir qui a une perméabilité hétérogène. On injecte de l'huile dans un réservoir qui est rempli d'eau, ou le contraire, je ne me rappelle plus. Et d'un côté, on résout nos équations Darcy multiphasiques. De l'autre côté, on utilise notre code hybride. Et ce que vous voyez ce régime d'écoulement. Et on voit que dans les deux cas, on a un accord qui est très, très, très bon. Donc ça nous a permis de valider, de vérifier que notre modèle hybride convergeait bien vers la physique classique des milieux poreux, telle qu'on la connaît. On a fait la même chose à petite échelle. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vérifier que notre modèle hybride convergeait bien vers les approches classiques de suivi d'interface, volume of fluid, lorsqu'on était à petite échelle. Donc, c'est ce que vous avez à gauche, vous avez notre modèle hybride. Donc, ici, on est sur une grille purement cartésienne où nos grains solides ont été représentés par c'est un milieu poreux qui a une très faible perméabilité, très faible porosité. Et à droite, ce que vous voyez, donc là, c'est une simulation volume of fluid classique où c'est un maillage complexe sur lequel les grains ne sont pas représentés. Dans notre maillage, ici, on a un trou et on applique des conditions limites au bord de notre maillage. Et donc là, de la même manière qu'avant, on voit qu'on a un accord quasi parfait entre nos deux types de modèles. Donc, ces validations, elles nous ont donné beaucoup de confiance parce que ça veut dire qu'on a un modèle unique, un jeu d'équations unique, un outil unique qui nous permet d'un côté de reproduire la physique de Darcy multiphasique avec ses pressions capillaires et ses perméabilités relatives, et de l'autre côté de reproduire les équations du volume of fluid à petite échelle. Donc, on a vraiment cet aspect multi-échelle qui est bien capturé. Alors, une des applications, c'est de considérer ces géométries, ces cas hybrides dans lesquels on va avoir besoin de simulations milieu poreux et des simulations purement dénuées de milieu poreux. Donc, on n'a pas de solide, purement fluide. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, je vais vous montrer la simulation juste après. Donc, c'est une coupe de ce qui pourrait de la propagation d'une vague sur un
sur on pourrait dire une sorte de petite dune de sable ou dune de gravier qui est immobile, on ne prend pas en compte la mécanique ici. Donc, on initialise notre colonne d'eau. L'eau est rouge, l'air est bleu. Ce qui est déligné par cette ligne noire ici, c'est le milieu poreux. Donc, en dessous, on a un milieu poreux. Et donc, dans le milieu poreux, on va avoir finalement la physique du milieu poreux avec des phénomènes de capillarité, des phénomènes de gravité. Donc, au temps zéro, j'initialise ma colonne et je la laisse se propager sur ma petite dune de sable ou dune de gravier. Et ce qu'on voit, donc on voit la propagation de la colonne. Et ici, on y voit une infiltration dans le milieu poreux par gravité qui est maintenue par capillarité. Donc ça, c'est vraiment l'approche hybride qui nous permet de faire ce type de simulation, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc là, pour reboucler sur la structure de la présentation, donc je vous ai parlé d'écoulement réactif, d'écoulement multiphasique, mais en fait, on a couplé les deux. On a fait du multiphasique réactif. Et en suivant la même stratégie qu'auparavant, donc on a fait des expériences microfluidiques pour valider notre modèle numérique. Donc, ce que vous voyez ici, on est vraiment sur la même configuration qu'auparavant. On a un grain de calcite qui a été posé dans notre microcanal. On a injecté de l'acide chlorhydrique. Et vu qu'ici, on travaille à pression atmosphérique, on a une concentration assez élevée d'acide chlorhydrique, on va générer des bulles de gaz, des bulles de CO2 en paroi. Et vous voyez que ces bulles de gaz, elles nucléent aux parois du solide, là où il y a la réaction. Et puis, elles croissent. Elles coalescent et puis à la fin, elles forment quelques gros objets qui éventuellement se détachent et vont s'échapper du domaine. Ce que vous avez à droite, c'est les résultats de simulation et on voit qu'on reproduit la même dynamique avec cette coalescence, cette nucléation, cette coalescence, le fait que nos objets grossissent en taille mais réduisent en nombre jusqu'à ce qu'éventuellement ils se détachent du domaine et qu'ils aillent s'écouler en dehors du domaine. Donc cet aspect de validation, on l'a utilisé pour vérifier l'impact, pour étudier l'impact de cette seconde phase fluide sur l'émergence des wormholes qu'on a discuté tout à l'heure. Donc là, la petite vidéo que vous avez vue, elle correspond à un cas de dissolution de notre matrice poreuse où on a ces wormholes ramifiés. Donc là, c'est purement monophasique. Dans la simulation que vous allez voir, c'est exactement les mêmes paramètres, mais ce coup-ci, on autorise le fait qu'on va générer ces bulles de gaz en paroi du minéral solide. Et c'est ce que vous voyez. Et en fait, c'est la seule chose qui est différente dans les modèles. Donc là, on a ces bulles de gaz qui nucléent, qui croissent, qui remplissent tout un pore, qui vont aller se propager et coalescer avec les bulles de gaz qui ont été formées dans les pores voisins, jusqu'à ce qu'on forme cette grosse barrière-là qui représente à peu près 35-40% du volume de notre milieu poreux. Et en fait, cette barrière, elle va limiter la propagation de l'acide dans le domaine, ce qui fait qu'elle va faire une sorte d'écran qui va empêcher qu'on ait l'émergence de ces wormholes, de ces instabilités. Et donc, une des conclusions, c'est de dire les diagrammes de dissolution que je vous ai présentés tout à l'heure en Peclet-Damkoller, peut-être qu'en fait, il manque quelque chose et qu'il faudrait qu'on les complète par une troisième dimension qui serait, par exemple, la solubilité du gaz dans l'eau, par exemple. Donc, un diagramme en 3 dimensions, c'est plus complexe. Si on regarde ici dans le schéma que vous avez en haut à droite, si on trace l'évolution de la masse de solide dans ce cas diphasique et dans le cas monophasique, on voit qu'on a une dynamique complètement différente justement parce que ce gaz fait barrière et limite l'émergence de mes wormholes. Donc pour conclure cette présentation, donc ces approches micro-continues, elles sont multi-échelles et elles sont très pratiques pour intégrer différentes physiques entre elles. Donc ici, j'ai discuté notamment du couplage avec de la géochimie, mais on peut aussi discuter du couplage avec de la mécanique, avec de l'électrique, avec d'autres types d'approches.
En étant multi-échelle, elles sont bien adaptées pour faire de la simulation dans des images en 3 dimensions qui sont issues de la microtomographie, dont on a une incertitude qui est liée à des détails géométriques qui ne sont pas visibles dans l'image, mais qui existent et qu'on doit modéliser. Donc, mes approches sont bien pratiques pour ça. Elles sont aussi bien adaptées pour tout type de simulation où l'interface entre le fluide et le solide doit bouger à cause d'une réaction chimique ou à cause d'un problème mécanique. Donc, dans les cas que je vous ai présentés, on a regardé notamment ce couplage avec la géochimie lorsqu'on a la dissolution d'un cristal de calcite. On était capable de reproduire les expériences en monophasique et en diphasique. On a identifié différents régimes de dissolution et une des conclusions de notre étude, c'est que une seconde phase fluide impacte énormément la dynamique de dissolution dans le milieu poreux. En ce qui concerne le multiphasique, donc là, c'est un résultat assez fort également. On a une seule équation aux dérivées partielles qui est valable à la fois à petite échelle, au Porscale, à la fois à l'échelle de Darcy, mais aussi dans des configurations hybrides où on a des zones du domaine qui sont poreuses et d'autres zones du domaine qui ne contiennent pas de liquide. Pour finir, ce que je peux dire, c'est qu'on a couplé notre code de calcul avec un package géochimique qui s'appelle Frixé, qui est énormément utilisé par les géochimistes. Et que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller l'utiliser, vous pouvez aller le télécharger et l'utiliser sur ma plateforme GitHub. Donc, quelques remerciements pour mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille au niveau des financements. Donc, les gens avec qui je travaille, principalement Sophie Roman pour la partie expérimentale. Donc, moi, je suis numéricien, je fais la simulation. Vous me verrez très peu dans le laboratoire. Donc, pour ça, je m'appuie énormément sur les compétences de mes collègues. Et également, voilà, tous les personnes avec qui j'ai travaillé dans le SACES. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre vos questions.